Bonjour à tous, bienvenue sur Agora Manager TV où l'on va parler expérience client et d'une certaine fresque client pour développer la culture du client justement au sein de ses équipes, au sein de son entreprise. C'est avec le cofondateur et CEO de Secos Systems. Bonjour Guillaume Antonietti. Bonjour Alexandre. Merci d'être sur notre plateau. Alors, 30% des entreprises françaises ont une très faible culture client. C'est quand même un chiffre impactant. Alors, pourquoi il est fondamental de développer sa culture client? Pourquoi c'est parfois compliqué? Comment mettre justement les collaborateurs dans un bain culturel qui va faire bouger des états d'esprit? Et quelle méthode pour développer votre entreprise et pour atteindre ses objectifs? On va voir ça ensemble. Mais déjà, en quelques mots, pour le public qui n'est pas un fin connaisseur, qu'est-ce que ça veut dire COS, C-O-S? Alors le COS, c'est l'acronyme de Customer Orientation Score, qui est donc un score, une mesure de l'orientation client des entreprises qu'on a mis en œuvre déjà il y a 10 ans, 2014, avec une équipe de chercheurs et Daniel Rey qui était à l'origine de cette réflexion-là. En 2014, personne ne parlait de culture client. On a nourri la conviction que ça allait devenir majeur. On a travaillé à une revue de littérature, c'est un travail scientifique qui a été mis en œuvre dès 2014 pour aboutir à ce fameux questionnaire qui permet de mesurer un indicateur synthétique. On rêverait que ça fasse le même succès que le NPS. Bon, on n'en est pas là, mais ça prend un chemin. Ça prend le chemin. Mais en tout cas, on ne mesure pas là, évidemment, la satisfaction client, mais on mesure la culture des entreprises. Aujourd'hui, on a plus de 200 entreprises auditées. Et ce qu'on a pu voir, en dehors des 30% des entreprises qui ont un faible niveau de culture client, on n'en a que 10% qui atteignent un niveau totalement conforme à ce qu'on aimerait obtenir, 10% des entreprises. Et donc, on a encore un peu de travail. Voilà. Donc, ce score, quelque part, est atteint grâce à des outils, mais aussi des méthodes scientifiques. On est d'accord? Oui, alors on le mesure scientifiquement. Ouais. En revanche, avoir un bon score, il n'y a rien de scientifique, c'est du management. Bien sûr. Alors, justement, grâce à ça, vous permettez aux organisations de développer une vraie culture client. Mais on entend tout et n'importe quoi, justement, sur cette culture client. C'est quoi véritablement une définition claire et en quelques mots? Ah, ça, j'aime bien la question. Parce que je lis et j'entends tout et n'importe quoi. N'importe quoi. Ouais. Mais en fait, c'est normal parce que aujourd'hui, le mot culture client est devenu une sorte de buzzword pour remplacer, dans l'ancien temps, c'était, pourtant on n'est pas très vieux, mais qualité de service délivré, satisfaction client, expérience client. Et maintenant, comme ça fait quelques années qu'on parle d'expérience client, qu'il faut trouver autre chose pour vendre des missions, on va inventer le mot culture client, on va sauter sur l'occasion. Donc, les voilà en train d'utiliser le mot culture client sans vraiment savoir de quoi on parle. La culture client, ce n'est pas l'expérience client. La culture client concerne l'entreprise, ne concerne pas les clients. Et donc, en fait, si vous voulez une définition scientifique, même si on regarde la définition de la culture, c'est un ensemble de croyances et de valeurs que nous partageons. Dans une entreprise, collectivement, nous partageons un ensemble de croyances et de valeurs. Nous partageons un ensemble... J'ai pas dit nous faisons. Nous partageons un ensemble de croyances et de valeurs. Donc, on est dans le monde des attitudes. Les attitudes, c'est ce qu'on pense. Le comportement, c'est ce qu'on fait. Donc, quand on parle de culture client, on ne s'intéresse pas à ce qu'on fait. On s'intéresse à ce que les équipes pensent. Et quand on dit, mais évidemment que je suis orienté client, regardez ce qu'on fait. Ce qu'on fait est une conséquence de la culture. Une conséquence de l'attitude. Donc, ce qui nous intéresse quand on parle de culture client, c'est qu'est-ce que pensent nos collaborateurs? Quel est l'état d'esprit de nos équipes? Et là, comment mesurons-nous l'état d'esprit de nos équipes? Quand on dit on va faire un test de culture client en faisant un audit, on ne fait pas de la culture client. On audite des comportements, des process, des pratiques qui peuvent ou pas donner à voir aux collaborateurs des convictions, des croyances et des valeurs qui constituent une attitude. Donc si on n'interroge pas les équipes, on ne peut pas connaître la culture client. D'autant plus que ces convictions, ces valeurs, pour certaines et pour certains, elles sont innées, pour d'autres non. Alors merci de poser la question. D'où viennent ces croyances et ces valeurs? Alors vous, Alexandre, vous avez vos propres croyances et valeurs, exact, qui sont liées, alors pas innées, les chercheurs détestent ça, mais elles sont construites par votre éducation, dans comment vous avez grandi, les expériences que vous avez vécues, etc. Qui fait que, parlons du client, vos croyances et valeurs concernant la nécessité de mettre le client au centre de vos préoccupations, eh ben, elles sont plus ou moins fortes chez chacun d'entre nous. Bon. Effectivement, c'est un sujet majeur dans une organisation avec les collaborateurs qui la composent. Il est intéressant, avant de parler de culture client de l'organisation, s'assurer que nos collaborateurs ont cette culture client, ces croyances et ces valeurs personnelles. Donc il faut savoir les mesurer. On en parlera peut-être. Mais vous vivez tous les jours dans une entreprise, vous poussez la porte de l'entreprise,
Vous vous asseyez à un bureau, vous avez des collègues, vous avez un patron, vous avez des process, vous avez des outils, on vous dit des choses de façon officielle ou à la machine à café, qui constituent une sorte de bruit, qui compose une sorte de filtre, qui vient opérer comme comment je dois agir dans cette entreprise. Alors évidemment, je ne fais pas référence forcément à mon filtre, mais nous convoquons tous, au quotidien, des croyances et des valeurs selon lesquelles voilà ce qu'il faut faire dans cette entreprise. Non pas qu'on me l'a dit, mais je l'ai vu, je l'ai compris, je l'ai interprété, je le vis. Et donc, il y a parfois des incohérences entre le discours officiel et ce que je comprends être cette entreprise. Et donc, je me conforme tout le temps à ce que je comprends être cette entreprise. Je donne un petit exemple. Il y a 2 téléphones qui sonnent en même temps. J'ai 5 minutes, je n'ai pas le temps de répondre aux 2. Le premier, c'est un client qui est très mécontent. C'est un très gros client d'entreprise, il est très mécontent, je sais que je vais passer un mauvais quart d'heure. Le deuxième, c'est un très gros client prospect. On rêve d'avoir ce client-là. J'ai 5 minutes, je ne peux pas répondre aux 2. Je réponds auquel. C'est la culture qui vous guide là. Même si on vous a expliqué que la satisfaction client est importante, même si on vous a expliqué qu'il faut fidéliser les clients, la culture vous guide. Et donc, évidemment, la plupart du temps, on va répondre aux prospects. Ouais, bien sûr. Soit c'est lié à des valeurs personnelles, Ouais. parce que j'adore vendre, Ouais. soit c'est lié à une conviction que je me suis bâtie que il vaut mieux que je fasse ça, parce que je vais être félicité par mon patron, parce que je vais ramener une nouvelle vente. C'est ça. Donc là, on est dans la culture d'entreprise. La culture client impacte donc, on l'a compris, sur la satisfaction au final du client. Mais justement, ce qu'il faut essayer de faire comprendre, c'est pas toujours le cas en haut lieu dans les entreprises, c'est pourquoi c'est fondamental de la développer, cette culture client. Qu'est-ce que ça rapporte finalement à l'entreprise? Alors c'est simple. Essayez d'embrasser une personne que vous n'aimez pas. Je vais y revenir. Aujourd'hui, on n'a plus le droit. Alors imaginons qu'on vous ordonne d'embrasser, vous n'aimez pas cette personne, pourtant on vous a formé, on vous a expliqué comment il fallait exécuter ce geste, vous vous conformez à un ordre d'un manager, vous exécutez ce geste-là sans aimer. Forcément, la satisfaction ne va pas être au rendez-vous, même si vous exécutez le geste correctement. L'excellence opérationnelle est au rendez-vous. J'ai exécuté mon geste métier parce que le patron de l'expérience client m'a dit il faut embrasser. J'embrasse. Mais j'aime pas. Donc je ne fais pas bien. Je fais pas bien. Le résultat final est qu'un ressenti négatif de la part du client. Ben, je comprends pas. En qualité de service, on est nickel. Les clients sont pas contents. Oui, mais il y a un problème là. Il y a un problème, c'est qu'on n'a jamais managé les attitudes, on a toujours managé les comportements. On vous dit fais. On aime bien, nous les managers, fais. Mais on ne peut pas dire pense. Les gens pensent ce qu'ils veulent, on ne leur ordonne pas de penser. Pourtant, c'est parce qu'ils pensent qu'ils font. Donc, l'enjeu de demain, c'est comment mon manager, je vais créer cette envie de penser client, du souci du client, sans devoir passer par fait. Parce que les comportements en injonction peuvent être suivis parce que c'est un ordre, mais s'ils ne sont pas liés à une attitude positive, alors le résultat final n'est pas au rendez-vous. Donc, l'intérêt pour une entreprise de la culture client, c'est le ROI de tous les programmes expérience client. On passe du temps à aider des consultants à pondre des programmes d'expérience client, les formations pour former les équipes, et souvent on est déçu parce qu'il nous manque un élément de l'équation, qui est la culture client, qui va rendre rentable tous nos efforts sur l'expérience client. Alors, quelles sont vos solutions pour la mettre en place et pour bien la piloter, cette culture client? Alors, ça, c'est facile à dire, mais il faut déjà bien savoir d'où on part. Ouais. Et où sont les forces et les faiblesses. Parce qu'aucune entreprise est totalement nulle en culture client et aucune entreprise est totalement au très haut niveau. Bon. Donc on a des forces et des faiblesses qui peuvent être sur différents registres et je vais être assez synthétique. Soit c'est de l'ordre de l'organisation. Vous avez des entreprises, quels que soient les collaborateurs, elles ne mettent jamais le client au centre de leurs préoccupations. Et ces 3 leviers qui nous intéressent dans l'entreprise, c'est l'exemplarité managériale, à travers différentes thématiques, la connexion client, cette capacité d'une organisation à se brancher sur les clients, à comprendre les besoins, partager avec les équipes et décider pour agir et se transformer. Ça, c'est un levier de la culture client. Quand vous vivez dans une entreprise où vous observez qu'on est super à l'écoute des clients, qu'on a transformé nos process, nos pratiques, nos outils, pourquoi pas nos produits, nos prix, etc., suite à ce qu'on a appris des clients, alors on vit dans un bain culturel qui est orienté client. 2e levier. 3e, l'autonomie et la responsabilisation des collaborateurs. Il y a des organisations qui ont tellement peur de laisser des marges de manœuvre aux équipes qu'il les faut rentrer dans des espèces de process. Le monde de l'assurance et de la banque est très formaté par la compliance, qui a bon dos pour le coup, parce que les managers se ruent derrière « tu n'as pas le droit, tu ne peux pas ». En fait, on confond pratique et règlement. Et ce qui fait que les équipes, quel que soit le coût en matière de satisfaction client, je respecte le process. Ça les met dans un bain culturel où, de toute façon, tout le monde s'en fout du client. On a des œillères. Si le patron s'en fout, ou si je considère que le patron s'en fout, ou mon manager,
qu'on a des indicateurs de performance qui parlent de tout sauf de satisfaction client. Et même si on a bien un NPS qui existe, mais en fait, on ne le connaît même pas et en fait, on ne le pilote pas. Bon, première chose. Deuxième chose, les clients, on sait ce qu'ils nous reprochent. Et je vois bien que personne ne change les choses. Troisième chose, j'aimerais prendre des initiatives, mais j'ai vu que Bertrand, l'autre jour, il s'est fait taper sur les doigts parce qu'il a eu un blâme, parce qu'il n'a pas respecté un process, machin. Ouh là là. Et donc ça vous met dans un mât culturel qui est lié à l'organisation et son management, qui ne vous amène pas à penser client. Mais parfois, vous avez des organisations qui font les efforts pour ça. Et malgré tout, on a un problème, c'est les collaborateurs qui n'ont pas ce goût-là, ce sens du client. Et là, c'est un peu plus complexe, parce que comment je vais faire pour que Alexandre ait le sens du client, sachant qu'il est dans une organisation qui l'y aide normalement. Oui. Bon. Et bien ça, c'est un autre sujet qui est lié au profil des individus. Et je n'aurai pas le temps d'en parler là, mais il existe des méthodes pour prendre nos collaborateurs les moins sensibles aux clients et leur faire monter ce niveau de jeu-là. Donc ça ne veut pas dire qu'on élimine ceux qui ont le moins d'atomes crochus avec ça, mais c'est qu'on va les aider à s'upgrader. Si jamais on devait les éliminer, on perdrait entre 25 et 30% des équipes. D'accord. C'est ce qu'on a mesuré. Si j'ai bien compris, cette philosophie, parce que c'est une philosophie interne, elle doit déjà venir du top management. Oui, je pense que, c'est pas une surprise, mais les collaborateurs ont besoin que la flamme s'allume. Et après, ils peuvent nourrir le feu. Mais il faut que la flamme s'allume et elle doit venir du top management, même si c'est pas, du dirigeant ou de la dirigeante en personne, il faut que ça vienne au moins du comité de direction. Mais vous avez l'impression, justement, que la majorité des comités de direction ou des dirigeants en ont conscience de ça, de l'importance? Conscience, oui. De plus en plus, je trouve. Ouais. Ce qui manque, c'est du courage managérial pour aller jusqu'à la transformation des modèles d'entreprise. Parce que ils ont conscience, ils ont plus de difficultés à trouver le chemin pour y aller, et s'achètent une bonne conscience, c'est pas péjoratif. Ils essayent de nourrir cette prise de conscience par des petits trucs. On va créer une équipe dédiée à l'expérience client. On va, ok, d'accord, on va créer un programme de fidélité. Vous voyez, il y a des trucs comme ça. Alors, je dis pas que c'est pas inintéressant. Ça va par petits pas, mais qui ne transforment pas, en tout cas, qui ne sont pas suffisamment transformationnels pour que les équipes vibrent au point de « waouh, c'est en train de changer dans cette entreprise ». Voilà. Et donc, moi, ce que je trouve qui manque aux dirigeants, c'est de la force et donc du risque pour mettre à plat leur façon de faire. Même quand je dis leur façon de faire, c'est parfois les business models qui doivent évoluer, leur façon de vendre, leur façon de tarifer, etc. Mais ça, c'est plus complexe. Ça veut dire que dès le départ, avant toute chose, il faut quand même tenir compte de la valeur de l'entreprise, de sa culture, de son histoire et du style de management. Oui, parce que vous ne pouvez pas vous dire « allez, c'est bon, on va devenir orienté client ». Alors d'abord, tout le monde est orienté client, plus ou moins. Ouais. Je n'ai pas rencontré, peut-être dans notre benchmark, on en a 2 qui sont en négatif. C'est-à-dire que le client est considéré en interne comme un problème. Okay Ça peut arriver, mais c'est quand même rare. La plupart sont à minima un peu orientés client. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des niveaux qui peuvent être vraiment très, très, très hétérogènes, mais personne ne l'est pas. Bon. Et donc la différence, ce qui est intéressant, entre celles qui le sont beaucoup et celles qui ne le sont pas du tout, on a voulu comprendre. On a fait, comme on a 200 entreprises de tout secteur, de toute taille, on s'est dit, il doit ramener une logique. Est-ce que c'est la construction du capital? Et quand vous êtes des actionnaires, est-ce que c'est la taille de l'entreprise? Est-ce que c'est le secteur? Est-ce que c'est le modèle B2C, B2B? Eh bien, en fait, on a regardé que sur toutes ces variables-là, il n'y a aucune logique. Aucune logique. Il y a ceux qui veulent et ceux qui ne veulent pas. Alors, il y a ceux qui ont démarré plus tôt et ceux qui sont un peu en retard, bon, évidemment. Mais ce qui caractérise fortement les très bons, les 10% qui sont au top par rapport à la moyenne des autres, c'est l'engagement du management. Et là, c'est ça qui fait la différence. Donc, la vraie différence, elle n'est pas dans des contraintes B2B, B2C, secteur d'activité. On me dit, ouais, mais dans la banque, j'en ai très bons, des pas bons. Dans le retail, j'en ai très bons, des pas bons. Ouais, mais c'est plus facile quand même dans la distribution. Ouais, mais Decathlon et GoSport, c'était pas la même chose en termes de culture client. Bien sûr. Et donc, non, c'est la seule logique qui existe, c'est l'intention, le management au quotidien avec obsession de la part du management. Alors justement, qu'est-ce que vous pouvez conseiller pour un bon management et ensuite améliorer au fur et à mesure cette culture client? Alors évidemment, là, on en a pour 2 jours. Ouais. Mais en résumé, il y a des étapes.
Nous, ce qu'on observe, c'est qu'on ne peut pas tout faire d'un coup. Et il y a des choses qui doivent être les plus simples à faire en premier. D'abord, il y a tout un travail sur la voix du client. C'est pas parce qu'on a fait un NPS que ça y est, la voix du client, c'est fait. Non, c'est au-delà du NPS. Il faut bien recenser l'ensemble de la captation de la voix du client, notre capacité à la synthétiser, à la partager et à l'utiliser pour progresser. Mais il y en a tellement peu qui sont là. Capter, analyser, partager entre tous. Et on est équipé pour progresser en amélioration continue compte tenu de ça. Ne serait-ce que ça, c'est l'étape numéro 1. Bon. Une fois qu'on a bien travaillé cette question-là, on peut passer à l'étape suivante, qui est un peu plus complexe, qui va être, qui est liée à l'autonomisation et la responsabilisation des collaborateurs. Comment vais-je faire pour, peut-être de façon non uniforme, parce que les collaborateurs n'ont pas tous le même niveau de jeu, donner des responsabilités et de l'autonomisation, peut-être un peu différenciée à mes équipes, pour dire, telle personne ou tel type d'équipe, elles vont être autorisées à dépasser tel type de process, quoi, pour faire jouer le bon sens client, en fait, dans l'organisation. Oui, il y a comme ça des étapes à passer. C'est pas la peine de faire l'une avant l'autre, jusqu'à l'étape ultime que moi je promeux évidemment, quand on arrive au bout, c'est de travailler sur les profils, les mentalités, les états d'esprit individuels. Il y a tout un tas d'étapes à passer pour que mon organisation mette les collaborateurs dans un mode culturel fondamental. Et ensuite, il y a comment je vais faire pour qu'Alexandre, il ait le sens du client. C'est un bon professionnel, il a envie, il aime ça. Ah, mais il n'y arrive pas, quoi. C'est plus fort que lui, le plus fort que lui. Des choses qui nous dépassent, les automatismes, nos associations implicites, nos biais cognitifs, comme disaient les chercheurs. Eh bien, comment est-ce qu'on travaille ça? Là, on est au bout du bout. Et le jour où on aura réussi à faire en sorte que nos équipes, en majorité, aient le goût du client de façon automatique, on a gagné la guerre. C'est comme dans le sport. Une équipe de foot, il y a un travail tactique d'équipe générale, et puis après, on travaille par poste et par joueur. Absolument. Et quand vous avez fait 15 000 fois le même coup droit, il devient automatique. Cette trajectoire de transformation, bien évidemment, elle peut se modifier au fur et à mesure. Il faut être souple à ce niveau-là. Disons qu'il faut en tout cas bien s'assurer que ce qu'on est en train de mettre en œuvre porte ses fruits. Porter ses fruits, ça veut dire l'état d'esprit de nos collaborateurs est en train d'évoluer. Ouais, et qu'ils adhèrent. Exactement. Ouais. Et donc, c'est pour ça que leur profil à eux ou à elles est extrêmement important, parce que si vous devenez d'un coup puissamment orienté client, et que vos équipes ne sont pas, mais qu'est-ce qui leur arrive? Il est devenu fou, quoi. Et je vais changer de boîte, c'est pas mon truc. Ouais. Donc, il faut aussi embarquer. C'est pour ça que les deux sont importants à piloter, parce que nos équipes, il faut qu'elles partagent ces valeurs-là. Bien sûr. Et donc, dans l'idéal, en général, c'est facile. Quand vous avez ce genre de projet, vous arrivez à mettre les équipes en énergie. Donc, moi, j'ai jamais de problème à avoir ça. Le problème, c'est que quand on met les équipes en énergie, elles attendent. Elle tire le pantalon. Parce qu'on a des grands-messes. Allez, c'est bon, les amis, on y va. Nous allons faire tel programme. Et qu'est-ce qui se passe, en fait? On observe qu'on a tellement promis, les attentes sont montées tellement haut de la part des équipes, et elles sont encore plus déçues. Et le niveau de culture client baisse, c'est-à-dire que l'attitude des collaborateurs qui visent à dire « mon entreprise est à fond sur le client » est encore plus faible qu'avant, parce qu'on a augmenté les attentes de nos collaborateurs et on les a déçus. Est-ce que pendant toute cette période, justement, il est intéressant de mettre le PDG ou la PDG en immersion, finalement, au contact de ces équipes, de voir ce qu'ils vivent au quotidien? Oui, évidemment, ça leur fait jamais de mal. En tout cas, je pense que l'élément fondamental qui crée une rupture chez les dirigeants, c'est de comprendre l'impact négatif auprès des clients des petits trucs, bugs, dysfonctionnement de l'entreprise. C'est vécu toujours comme « Ah ouais, c'est vrai que c'est pas terrible, faites au mieux », dit-on dans l'entreprise, du point de vue du comité de direction. Quand ils voient Madame Martin en pleurs, parce que ça fait 6 mois qu'elle attend ses indemnités, qu'elle ne peut plus bouffer, là, ça fait bizarre. Ouais. Et donc, ça fait avancer les choses. Oui, et donc, quand on dit on a X% de réclamation à NPS de moins 10, ils s'en cognent, parce qu'ils ont d'autres problèmes. Donc, je pense qu'un des sujets, quand on veut embarquer l'entreprise, c'est d'embarquer les managers parfois sur ces sujets-là. Pour terminer, vous parliez de niveau de jeu tout à l'heure. Vous avez développé justement la fresque client, qui est un outil pédagogique, mais qui est un jeu, en fait. Oui, parce qu'en fait, je peux discourir, je peux faire plein de conférences de ce type-là, mais je me suis rendu compte que mes conférences, elles glissent. Ça rentre dans une oreille, ça sort par l'autre.
Et je me dis, mais c'est fou, quoi. Ça fait 15 fois que je répète la même chose. Et donc, on a eu l'idée avec mes équipes de dire, mais on va comme les enfants, on va les faire jouer. Tout ce qu'on raconte sur la chaîne satisfaction, fidélité, profit, et la culture client, qui est un maillon nécessaire à la réussite de cette chaîne-là, eh bien, toutes ces notions-là, on en a 25 au total. On les a mélangées dans un jeu de cartes, on les balance sur la table, on dit, bah non, allez, on va les organiser de façon logique, chacune ayant une conséquence sur une autre, de manière à les faire réfléchir et intégrer l'idée que, ah ouais, ça va comme ça, ah bah oui, j'avais pas vu ça, oui, ça n'a un impact là-dessus. Bref, ils retracent l'ensemble de la chaîne. Et donc, l'idéal, c'est qu'une fois que la chaîne est en place, culture, satisfaction, fidélité, profit, pour faire court, eh bien, on les fait se positionner sur, nous, on est où? On est comment? Sur chacune des dimensions, là. Et donc, ils retournent les dimensions qu'ils estiment être pas totalement au rendez-vous. Et ben voilà, leur feuille de route est là. Et les équipes adhèrent à ce jeu? Ah oui, elles adhèrent. Après, la difficulté, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Toujours pareil. Ouais. C'est, OK, on a compris, on est tous d'accord. Bon, maintenant, il faut se mettre au travail. C'est aux responsables de l'expérience client de prendre le relais. Merci beaucoup, Guillaume Antonietti. Je rappelle que vous êtes le CEO de Secos System. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement sur Agora Manager TV. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.